Bonsoir à tous et bienvenue dans Kinshasa Direct. Mesdames, Messieurs, je suis très ravi de vous retrouver ce vendredi, le tout dernier numéro de votre programme Vespéral. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le Grand Kasaï, dans le Kananga, à Mbujimaï, à Chikapa. Merci infiniment de votre fidélité. Pour ce numéro, deux grands invités vont nous occuper et vont analyser pour nous ces quelques thématiques. D'abord avec Aimé Boukassa, un analyste. Nous allons parler de trois sujets. D'abord de la question de LGBT. Quelle est la vraie position du gouvernement congolais et que devrait être sa position par ailleurs? Il nous parlera également de la RDC face à la guerre de l'eau. Et le dernier sujet, ce sera autour du BRICS qui bientôt vont organiser leur rencontre annuelle en Afrique du Sud. Qu'apporte réellement la RDC à cette thématique justement de BRICS? Ensuite, pourra venir Roger Katembwe qui est activiste. Nous parlerons de la journée commémorative du 2 août, célébrée récemment, la journée de Génocoste. L'activiste va nous parler justement de toutes les péripéties qui ont entouré cette journée commémorative. Mais avant cela, nous prenons les grandes lignes de l'information, cette fois avec Nathan Diamoité. Bonsoir Nathan. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent. Dans l'actualité ce soir, au Nord Kivu, rencontre ce vendredi à Goma entre le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et son homologue kenyan Aden Douale. Objectif, évaluer la coopération bilatérale entre la RDC et les Kenyans, particulièrement dans le domaine de la défense. En Ituri, plus de 1000 personnes ont regagné leur village ce vendredi sur l'axe Komanda-Luna en territoire d'Irumu et une partie des Tchiabi. Ceci grâce à la logistique de l'armée. Ce retour volontaire est consécutif à la paix imposée par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, a effectué une descente ce jeudi dans différents sites où se tiennent le 9e jeu de la francophonie. Ce dernier s'est rassuré de la bonne prise en charge sanitaire des athlètes, des invités et du public de cet événement. Et enfin au Niger, pas de rencontre entre le chef de la junte et la délégation de la CEDEAO, venu obtenir par le dialogue les retours à l'ordre constitutionnel. La situation politique du pays reste sous contrôle des putschistes. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabouranti. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez très bien fait. Merci infiniment. Le journal, ce sera à suivre à 19h avec Amina Bayombo. Mais bien avant cela, c'est d'abord nos sujets et les décryptages. Dès le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture, l'ambiance est de mise dans le stade des Martyrs à Kinshasa. On sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours. La jeunesse d'une trentaine de pays est représentée, 3000 sportifs mais aussi des artistes. Pour ces 9e Jeux de la francophonie, accueillis cette année par la République démocratique du Congo, les cultures francophones sont brandies fièrement, tel un étendard. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Les Jeux ouverts, place maintenant au spectacle pour les 80 000 spectateurs du stade. Chants, rumba revisité. L'âme du Congo, source de vie pour tous les Congolais. Le tableau dresse le portrait du Congo avec ses peuples, ses animaux, son fleuve. Ses taxis jaunes aussi. Et ses célèbres sapeurs congolais, si élégamment vêtus. Le clou du spectacle. Francophonie, oh yo.
un Congo, le jeu de la francophonie. Bill Clinton, ça va. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. Un artiste très très chaud, très très vivant, et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il a fait un dessin, j'imagine, je sais pas. Le bouquet final. La star congolaise Fally Ipupa, digne héritier du roi de la rumba Papa Wemba, mais aussi digne représentant de la plus grande ville francophone au monde, Kinshasa. Il embarque avec lui les voix du stade comble. Jusqu'au 6 août, se tiendront 9 compétitions sportives, parmi lesquelles la lutte libre et la lutte africaine, et 11 concours culturels tels que la peinture, la photographie, la littérature et même les marionnettes géantes. Voilà, le tout premier dossier du soir, c'est avec Aimé Boukassa. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, monsieur Gaëtan, bonsoir. Alors, c'est un réel plaisir de commencer ce numéro avec vous. Vous êtes analyste. Vous m'avez dit de vous présenter comme simple citoyen congolais. Ouais. Alors, mais je préférerais dire également que vous êtes congolais de la diaspora. Vous avez vécu comme ça, ou vous vivez encore en Afrique du Sud et en Europe. Alors, on commence par cette thématique de la francophonie. C'est peut-être pas nouveau pour vous de voir des salles, des gymnases, de voir comment ça a été l'ouverture même des Jeux de la francophonie, peut-être en Afrique du Sud ou en Europe, vous l'avez vécu. Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'enfin en RDC, on a des infrastructures de portée internationale qui finalement devraient être bénéficiées par nos jeunes? En tout cas, merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Les sentiments, il est, je pense, général, comme tous les Congolais. On est animé de beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté de voir ces Jeux se passer chez nous en RDC, ouais. De voir non seulement ces Jeux se passer chez nous en RDC, ouais. Mais la manière dont ça se passe. Depuis le début jusqu'à... Là, on est à un jour. Un jour, c'est le dimanche la clôture, et ouais. Un jour d'activité, et dimanche c'est fini. Tout s'est bien passé, pas vraiment d'incident majeur. À part peut-être la polémique de l'athlète malgache qui avait envie de goûter au pondou et au foufou congolais, que Vivendi les Français, que les Vivendi et les Français n'étaient pas en mesure de lui donner, lui donnant qu'il y a de frites, des choses pareilles. Alors elle a réclamé, elle est toute souriante aujourd'hui. Elle n'a pas dit qu'elle voulait le foufou quand même. Eh ben, on a vu l'assiette qu'elle avait. Dans l'assiette, il y avait du pondou, il y avait la cuisine congolaise. Oui. Voilà. Donc en un mot, ça a été, c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une réussite, c'est une fierté. Nous sommes fiers d'être Congolais. Nous étions, je pense, tout Congolais partout, qu'ils soient de l'opposition. Vous avez eu l'occasion de participer à ces Jeux? On a participé. Personnellement, j'ai été impliqué dans l'organisation de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Ouais. Et l'émotion que j'avais ressentie en 2010 en Afrique du Sud, c'était exactement la même émotion que j'ai ressentie le samedi passé. Ouais. L'ouverture. Et maintenant, avec la cerise sur les gâteaux, c'est que c'est chez moi au Congo. Hein, c'est chez moi au Congo, c'est mon pays qui est en train d'organiser cela. L'Afrique du Sud, c'est un pays à un autre niveau, à une autre dimension. Donc c'était normal qu'ils puissent organiser ce qu'ils ont organisé. Personne ne pensait que le Congo allait mettre en place ce qui s'est passé là. Donc bravo à la RDC, bravo au chef de l'État, bravo au gouvernement, bravo à toute l'équipe qui a travaillé, qui continue à travailler. D'après vous, après la francophonie, qu'est-ce qui pourrait changer peut-être dans les mentalités? Ce qui pourra changer, c'est que pour une fois en RDC, nous avons l'opportunité de pouvoir développer nos équipes sportives. Ouais. Avant, le sport en RDC, c'est pas seulement le football. Et le peu d'infrastructures qui étaient là, c'était des infrastructures pour le foot. Maintenant, il y a d'infrastructures pour plusieurs disciplines. Et je parie que dans les prochains Jeux qui seront organisés ailleurs au travers le monde, la participation de RDC ne sera pas juste une participation pour montrer la face, mais nous aurons des équipes réellement compétitives et qui pourront faire la fierté de notre pays.
Justement. Alors, toujours au sujet de la francophonie, on ouvre cette boîte de Pandore, à Pandore pratiquement, la question de LGBT. On l'a vu intervenir lors de la rencontre de Mining à Lubumbashi, avec des sacs aux couleurs de Pride, des LGBT, même pendant la francophonie. Ce sont deux sujets de l'heure aujourd'hui. Alors, vous pensez que le gouvernement congolais n'a jusque-là pas pris une posture claire et nette par rapport à ce phénomène de LGBT? Alors, juste avant de répondre à la question sur le LGBT, par rapport à la francophonie, là, on était dans la forme. Mais dans les fonds, je pense que la RDC doit réfléchir sur sa position au sein de la francophonie. Nous devons réfléchir par rapport au fait que qu'est-ce que nous gagnons en restant dans la francophonie. Vous savez, nous avons loupé peut-être une occasion de pouvoir montrer à toute la communauté internationale, à tous ces pays qui sont là, en train de vivre la francophonie, la réalité telle que la RDC est un pays agressé. Donc, ils sont là, ils ont participé au jeu, ils ont été bien accueillis, il y avait la joie et tout ça, mais on a loupé quelque part l'occasion de leur dire que malgré tout ça, nous sommes un pays agressé. Et agressé par qui? Par un autre membre de la francophonie qui est le Rwanda. Ça n'allait pas casser les jeux? Non, pas casser les jeux, Il y avait un moyen de pouvoir faire passer les messages. À l'ouverture, le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères l'ont invoqué un tout petit peu. Pas forcément à l'ouverture, mais c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Parce qu'avant la francophonie, après la francophonie, l'agression à l'Est est continue. La situation à l'Est est continue. Donc nous avons besoin de faire passer, de saisir toute opportunité qui s'offre à nous en tant que pays RDC, de faire passer les messages comme quoi nous sommes agressés à l'Est par le Rwanda, mais surtout soutenu par la France qui est le patron de la francophonie. Donc nous devons vraiment réfléchir, notre participation continue dans la francophonie doit être une participation où la RDC gagne. Il faut que ce soit maintenant du gagnant-gagnant. On chante partout maintenant gagnant-gagnant, relation gagnant-gagnant. Il faut que même notre appartenance dans toutes les institutions possibles, que ce soit dans nos relations bilatérales, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Notre participation dans la francophonie doit être une participation qui rapporte aussi à la RDC. Donc, c'est un tout petit peu le petit bémol de mon côté pour ce qui est dans le fond par rapport à la francophonie. Justement, mais là, pour revenir à la dans le question sujet alors, de la LGBT. francophonie, à contrario, alors par conséquent, si on n'y trouve aucun gain, qu'est-ce qu'on ferait? Écoutez, moi je suis, c'est normal, je vis beaucoup plus, j'ai évolué dans les pays de Commonwealth, les pays anglo-saxons, et je suis convaincu que l'appartenance de la RDC dans le Commonwealth, dans les pays anglo-saxons, ça portera énormément à notre économie. Ça ouvrira la RDC à un champ très large du monde des affaires dont la RDC a besoin pour l'émergence de notre économie. Et donc, on peut toujours rester dans la francophonie, mais revisiter notre appartenance là-dedans et aller dans le Commonwealth parce que nous avons beaucoup plus à gagner. Donc, être à la fois à la francophonie et au Commonwealth. Ah oui, bien sûr, c'est pas un problème. C'est possible, oui. Il y a beaucoup de pays qui sont à gauche, qui sont dans les deux. Il y a pas, même le Rwanda aujourd'hui. Si le Rwanda est devenu ce que le Rwanda est devenu aujourd'hui, c'est à partir de son appartenance, son adhésion au Commonwealth. Oui. Vous avez les Gabon, les Togo qui viennent d'adhérer au Commonwealth. Donc nous avons énormément à gagner en adhérant au Commonwealth et tout en redéfinissant notre appartenance dans la francophonie parce qu'on ne peut pas négliger le fait que nous sommes le plus grand pays francophone au monde. C'est très important pour nous. Mais la question c'est qu'est-ce que nous gagnons de cela? Parce que nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Nous faisons la fierté de la francophonie. Nous sommes la plus grande nation de la francophonie en termes de la surface. Quantitativement. Ouais. Mais qu'est-ce que nous tirons de la francophonie? Donc il faut que ça soit maintenant bénéfique à la RDC. Pas seulement à la France, mais aussi la RDC doit en tirer énormément profit. Donc c'est là où moi j'insiste et je suis dans mon pays pour faire vraiment une forte campagne par rapport à cette appartenance de la RDC dans le futur au monde du Commonwealth. Alors, justement, vous parlez du Commonwealth. C'est justement là que les Gay Pride sont promus, à outrance même. Ce ne sera pas une barrière, puisque vous êtes contre ce phénomène de LGBT. Non, pas forcément. Nous devons juste définir la position
en tant que nation, nous sommes d'abord un pays africain. Nous avons nos valeurs, nous avons nos coutumes. On ne peut pas être ces continents où tout le monde se réveille le lendemain, le matin, il se réveille, du jour au lendemain, il vient nous imposer ce qu'il pense, qui est très bon pour nous. On doit être un continent qui doit être respecté, et par rapport à ces respects-là, on doit dire non, on ne doit pas venir nous imposer des choses. Et effectivement, venir nous imposer... Aujourd'hui, vous savez, dans certains investissements, on vous impose de respecter certaines normes par rapport à l'écologie et tout ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais qui a détruit le monde? Ce n'est pas nous, ce sont les Occidentaux. Et ce sont aujourd'hui les mêmes Occidentaux aussi qui viennent maintenant, qui veulent venir nous imposer le mode de vie LGBT, et ils veulent même conditionner certaines relations d'État à État. Hein, par l'acceptation de ce monde de vie de LGBT. C'est repris subtilement, justement, dans ce PPPP, je ne sais pas si vous le savez, le partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Cette mention-là, il faudrait voir entre les lignes pour le comprendre. Absolument. Donc, nous devons nous organiser en tant que pays. Nous sommes une nation. Donc, si nous voulons nous faire respecter, nous devons commencer à imposer, à faire respecter nos valeurs et dire non. Quand il faut dire non, on doit dire non. Et beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui et au travers le monde disent non à cette histoire-là des LGBT. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'en RDC, ça ne doit pas être un sujet caché. On doit en parler. On doit vraiment en parler. Il faut que la société puisse s'exprimer par rapport à cette question-là. Il faut que les politiques puissent se saisir de cette question-là. C'est trop tabou, c'est ça? Il ne faut pas que ce soit tabou. Il ne faut pas que ce soit tabou. C'est une réalité qui est là, qu'on est en train de vouloir nous imposer avec force. Qu'on fasse un peu comme l'Ouganda a fait? Il n'y a pas que l'Ouganda, il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà débattu sur cette question, statué sur cette question, sur cette question-là, et qui ont levé les options. Et on doit aussi emboîter les pas. C'est l'Afrique du Sud déjà qui avait commencé. En 1997, ils ont adopté le LGBT. Mais c'était dans un contexte politique, historique, tel que Mandela était vraiment dans sa logique de pouvoir réconcilier le peuple sud-africain. Et donc, il a accepté cela, mais avec beaucoup de regrets. Ce n'est pas quelque chose qui passe chez les communs de mortels en Afrique du Sud. Donc, nous devons définir ce que nous sommes. Nous devons dire non une fois pour toutes, avant que le monde occidental vienne vraiment nous imposer son histoire des LGBT ici. Notamment, les parlementaires devraient en débattre. Absolument. Et les dire clairement, notamment pour freiner la montée. Absolument. Les LGBT prennent beaucoup de tournures maintenant. Absolument. Il y a les queers, les queens qui vont dans les écoles, essayer de matraquer les enfants. Alors, les lois devraient être lesquelles? Là, je suis, par exemple, en France, vous avez un débat où ils sont en train de vouloir changer les manuels scolaires, enseigner aux enfants la notion de parents au foyer. C'est-à-dire que les parents, c'était connu que non, un parent, c'est les parents pour les enfants, c'est un père et une mère. Oui. Et là, ils sont en train maintenant de vouloir faire passer, enseigner aux enfants la notion telle qu'un parent, ça peut être un père, ça peut être un père et un père. Donc, deux hommes, ça peut être des parents, ou deux femmes, ça peut être des parents. Et aujourd'hui, même être une femme, on ne sait plus le définir. Oui, justement. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on puisse anticiper, débattre sur cette question-là et donner la position claire et nette de la RDC par rapport à la question de la LGBT. Nous sommes une société africaine, nous sommes fiers de nos coutumes africaines, nous sommes une société religieuse, traditionnelle, religieuse, et dans tout ça, dans la tradition et dans notre religion et tout ça, il n'y a pas, que ce soit la religion catholique, musulmane ou protestante ou kimbanguiste et tout ça, on n'a pas cette histoire-là des LGBT. Pourquoi on va accepter qu'on vienne nous imposer ça par les étrangers? Alors, prendre une position à la va-vite comme ça ne pourrait pas nous fermer d'autres opportunités? C'est pas à la va-vite. Ici, il est question de commencer à parler de cette question-là. Ouais. Il faut qu'on puisse déjà, parce que si on n'en parle pas, dans les coulisses, le mouvement LGBT, ils sont bien organisés, hein, ils vont continuer à gagner du terrain. Donc on doit commencer déjà à chercher des voies et moyens pour casser cette hémorragie-là. Et ici, c'est l'occasion. Ils sont déjà là, ici? Ils sont partout, hein. Oui. Ils sont partout.
J'en appelle des forts lobbying. Ah oui, ils ont des très forts lobbying. J'en appelle aux églises, j'en appelle aux pasteurs, j'en appelle à la société civile de pouvoir se saisir de cette question-là. Il y a péril, le risque est là. Les risques est là. Si on ne fait pas attention, on va se retrouver un jour, tes enfants, tu as 4 enfants et 2 de tes enfants sont ailleurs et tout ça. Et je ne sais pas, c'est pas ça le futur que moi je voudrais léguer à mes enfants. Ouais. Mes parents ne m'ont pas légué un Congo LGBT, je ne voudrais pas léguer mon Congo à mes enfants dominés par les LGBT. Mais aussi, nous le consommons, les produits fabriqués qui promeuvent ces LGBT, notamment à la télévision avec nos chaînes câblées. Et tout ce que nous regardons à la télévision, sur nos smartphones également. Bon, c'est parce qu'on n'a pas encore débattu sur la question. Oui. Une fois que la société aura débattu la question et que les politiques se seront saisis de la question et que les lois seront votées, eh bien, tout ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera. Mais il faut qu'on commence à en parler. La société congolaise doit commencer à parler et montrer sa position de manière claire et ferme contre cette ces pratiques de LGBT. Alors, le garde-fou, d'après vous, serait alors se rapprocher du BRICS, non? Non, le BRICS, c'est pas les garde-fous. Parce que là-dedans, on a la Russie qui ne s'est vraiment pas prononcée. Bon, je ne sais pas, mais peut-être le Brésil aussi, je vois beaucoup de gay pride à l'intérieur. L'Afrique du Sud n'est pas pour ça, la Chine non plus, l'Inde non plus. Il n'y a que le Brésil peut-être qui est dans un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais ce ne serait pas un garde-fou, là? Les BRICS, c'est un garde-fou pour beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde. Ouais. Les BRICS, c'est les garde-fous pour le nouveau monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Les BRICS, c'est les garde-fous pour l'équilibre de l'économie mondiale. Les BRICS, c'est les garde-fous pour la réparation de l'injustice internationale, telle que nous avons vécu depuis 1945, après la fin de la guerre mondiale. Nous avons vécu pendant plus de 60 ans maintenant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes partis de l'injustice en injustice de la part de la communauté internationale. Et les BRICS, c'est cette force-là qui vient pour rétablir cet équilibre-là. Et aujourd'hui, la RDC doit réfléchir. Comment est-ce que la RDC pourra dans quel monde elle va appartenir? Voilà, comment est-ce qu'on pourra un jour avoir notre nom ajouté sur la liste des pays membres des BRICS. Nous devons commencer à y réfléchir aujourd'hui. On ne doit pas attendre demain. Réfléchissons-y aujourd'hui. Nous sommes un pays avec une économie très pauvre, oui. Nous sommes un pays sans infrastructure, oui, tout ça. Mais nous avons tellement de potentiel que nous pouvons utiliser ces potentiels-là de manière stratégique pour permettre à nous donner une voix au sein de la famille BRICS. C'est possible. Nous avons beaucoup d'experts dans ces pays, pas seulement à l'étranger comme ici au Congo. Il y a beaucoup de... Moi, je suis fier d'être congolais. Je suis fier du fait que dans mes voyages à l'étranger, je rencontre de Congolais exceptionnels. Mais je suis aussi très fier du fait qu'ici en RDC, je rencontre des Congolais exceptionnels. Donc, il suffit que les autorités créent des commissions stratégiques pour réfléchir sur comment est-ce que la RDC peut trouver son épingle de jeu dans les BRICS. Aujourd'hui, d'ici 2-3 semaines, il y aura la grande réunion de BRICS en Afrique du Sud. Tous les pays africains sont invités. J'espère que notre président sera là-bas et que la délégation congolaise sera là et consistante et que ça sera une délégation qui ira là-bas pour réfléchir beaucoup. Pour réfléchir, pas pour aller s'afficher, parce que vous savez, ça fait mal au cœur hein, quand il y a des conférences, des grandes conférences internationales. C'est que nos frères congolais qui sont supposés aller là-bas pour nous représenter, ce qu'ils font là-bas, c'est quand même... De l'affichage seulement. Ouais, ça fait trop mal au cœur. Ils ne sont pas dans les salles, ils sont ailleurs. Et ça fait mal au cœur. Ici, c'est une opportunité qui se présente à nous, en tant qu'Africains, et de manière générale, et Congolais de manière particulière, et pour aller chercher à faire entendre la voix de la RDC. Que les BRICS sachent que non, il y a quand même la RDC qui existe là. La RDC est là. Vous savez, avec la transition énergétique, mais la RDC est indispensable. Mais on doit capitaliser sur cela. Ben justement, je voulais poser la question de savoir, aujourd'hui, il y a une quarantaine de pays qui candidatent, qui veulent intégrer le BRICS. Le Brésil n'est pas pour une extension. Jusque-là, j'ai essayé de fouiller avant de venir à l'émission. Pourquoi est-ce que ces pays-là nous prendraient? Qu'est-ce qu'on peut faire valoir pour qu'on nous prenne là? Alors, vous savez, c'est les rapports de force. Oui. Les Occidentaux, après avoir dominé le monde pendant 60 ans ou pendant 100 ans et tout ça,
Aujourd'hui, ils comprennent, ils voient comment leur force, leur puissance de domination est en train de s'effriter. Donc, ils vont vouloir essayer de se maintenir. Mais les BRICS, le train est déjà parti. Le train est déjà parti. Alors aujourd'hui, les pays réfléchissent. Alors, toi, j'ai été avec toi pendant des années et des années. Je n'ai rien bénéficié. Au contraire, tu m'as maintenu encore dans la pauvreté, dans la misère où j'étais. Mais ici, il y a une autre voie qui s'ouvre où je peux me retrouver. Et je fais comment? Eh bien, je vais joindre la joie là-bas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit la banque de développement des BRICS qui est à Shanghai, que ce soit le BRICS de manière générale, les pays font la queue pour aller y adhérer. Oui. Et donc, c'est parce que ils ont réfléchi. Justement. Ils ont réfléchi et ils savent qu'effectivement, aujourd'hui, il y a l'alternative. À ces 5 pays seulement, c'est plus de 40% de la population mondiale et près de 26% de l'économie mondiale. Non, c'est 31% et demi. 31% et demi. À ce jour. À ce jour. Okay. Et donc, si, après la réunion et qu'il y a les ajoute, les quelques pays qui vont y adhérer, eh ben, ils arriveront pratiquement à 35 ou 40% de l'économie mondiale. Mais c'est énorme tout ça, c'est énorme. La banque, les institutions de Bretton Woods, les fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, avec tout ce qu'ils ont fait comme pratique pour maintenir les pays dans les sous-développement. Mais aujourd'hui, il y a l'alternative, la banque des BRICS. Donc les pays, ils vont parce qu'ils savent que non, nous avons à gagner. Là, au moins avec les BRICS, c'est clair que c'est du gagnant-gagnant. Mais écoutez, c'est du gagnant-gagnant. Quand Vladimir Poutine ne sait pas se déplacer en Afrique du Sud pour prendre part physiquement à ce sommet annuel, ça ne laisse pas croire que le BRICS n'est pas aussi fort que ça? Non, c'est pas ça. C'est juste... vous savez, les BRICS... déjà, il y a les conflits qu'il y a en Ukraine là-bas. Oui. Hein? L'Afrique du Sud étant membre à part entière des BRICS, pays organisateurs de BRICS, oui. Ils ont réfléchi quand même de manière stratégique. Ça sert à quoi parce que la Russie, évidemment, le président c'est Vladimir Poutine, mais le gouvernement russe sera là. Hein? Alors pourquoi créer cette tension-là? Faudra-t-il que Vladimir Poutine vienne pour donner encore de la matière aux Occidentaux pour qu'ils puissent encore taper sur l'Afrique du Sud ou des choses pareilles? Donc ils ont trouvé un juste milieu. Donc la présence physique de Poutine n'est pas absolument un must, hein, mais le gouvernement... C'est très important, c'est quand même la plus grande puissance économique, politique même, militaire dans le BRICS. Oui, mais le gouvernement est là, le gouvernement sera là. Poutine représente tout ça. Oui, mais il va déléguer, oui. Il va déléguer. Hein, le président, s'il ne peut pas être là, il délègue. Mais aussi, il va être là en visioconférence. Oui. Ah, donc, la technologie aujourd'hui, ça permet à ce que les choses puissent se faire à distance. Ça permet à ce que ça puisse être fait. Mais seulement, les BRICS, au moins, ils ont compris qu'ils ne doivent pas freiner la machine parce que Poutine doit être là. Hein, parce que s'ils voulaient que Poutine soit là, Poutine va y être. Il va y être. Et il ne sera pas arrêté. Qui va l'arrêter, Poutine, en Afrique du Sud? Personne. Mais pour éviter ça, on veut déjà que la guerre s'arrête en Ukraine et tout ça. On n'a pas besoin de commencer encore d'autres foyers de tension. Donc, c'est pas nécessaire que Poutine soit là. On dit aussi du BRICS que très bientôt, sous peu en tout cas, ce sera une grande puissance puisque le G7... Ça dépasse déjà les G7. Les G7, c'est 30... Le poids économique du G7, c'est 30% de l'économie mondiale. Ouais. Et les BRICS, c'est déjà 31% et demi. Ok, ça c'est vos derniers chiffres. Voilà. Le mien donné plutôt 26%. On va terminer par cette dernière question. L'enjeu mondial bientôt, l'eau manquerait en tout cas dans les années à venir dans plusieurs pays. C'est l'autre enjeu majeur, la guerre de l'eau. Le Tchad a demandé de l'eau à la RDC, ça a créé quelques tensions. La position de la RDC devrait être laquelle en ce moment? Alors, nous devons nous devons être stratèges. Nous avons le plus grand bassin hydraulique de l'Afrique, c'est nous, que nous avons. Et alors, c'est une ressource immense que nous avons. Nous devons savoir comment tirer profit de cette ressource-là que nous avons. On doit savoir comment partager avec les autres, mais ça doit nous bénéficier. Oui. Mais ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, tellement que l'eau est vitale et qu'ailleurs, ça devient une denrée rare. Et avec le problème des conséquences du changement climatique, c'est un risque pour beaucoup de pays de survie. C'est une question de survie maintenant. Donc, il y a possibilité que ces pays-là
un jour, avec le concours de la communauté internationale, viennent nous menacer ici en RDC. Donc nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser pour tirer profit de ce que nous avons comme ressources à nous ici. Nous devons nous organiser pour protéger notre pays, évidemment. C'est une bonne chose comme on commence maintenant à remonter à notre armée. Oui. Mais nous devons bâtir une armée qui soit réellement forte et républicaine et capable de nous défendre contre toute tentative. Parce que ces gens-là, nos voisins, à tout moment, ils peuvent se liguer pour venir accéder. Merci beaucoup. Aimé Bokassa pour toutes ces analyses. Vous êtes un grand analyste politique mondial, je dirais même. Merci d'être passé à Télé 50. C'est moi qui vous remercie, monsieur Gaëtan. On va rester ensemble cette fois pour prendre messieurs Katembwe, Roger Katembwe, activiste. Avec lui, nous allons parler de la journée commémorative du 10 août. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Un peu plus de 3 semaines après sa réélection, Joseph Kabila, tout du goût d'Étienne Tshisekedi, deuxième, l'homme fort de l'opposition qui a récolté plus de 30% des voix après vous. La panique des réfugiés congolais sur fond d'affrontement entre les rebelles du M23 et les soldats de la République démocratique du Congo, à Goma. Je me rendrai dans quelques semaines au sommet de la francophonie à Kinshasa. Le 2 août 1998, le RCD, derrière qui était le Rwanda, entrait en RDC, la guerre d'agression commençait et c'était le malheur pour les populations de l'Est de la RDC. 25 ans après, jour pour jour, le 2 août dernier, le chef de l'État a enfin reconnu un militantisme qu'avaient déjà engagé quelques organisations, je dirais mouvements citoyens pour la reconnaissance de cette date comme la date du début du génocide congolais. Aujourd'hui, est-ce que ces organisations sont-elles satisfaites de cette reconnaissance officielle? On en parle avec Roger Katembwe, activiste et militant dans Espace Vert. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir, monsieur. Alors, merci. En tout cas, le chef de l'État, il y a 2 jours, je ne me trompe pas, a officiellement reconnu la date du 10 août comme la date du Génocoste. Est-ce que vous, en tant que membre de l'Espace Vert, activiste, vous êtes totalement satisfait maintenant? Merci pour l'occasion que vous me donnez pour pouvoir parler de ça, mais je rectifie, c'est Espace Vital. Espace Vital, et ok. Et non Espace Vert. Excusez-moi, voilà. Espace Vital, voilà. Oui. Alors, je voudrais d'abord saluer le travail réalisé par un bon nombre d'activistes, les mouvements citoyens et tous les acteurs, toutes les personnes et prises de paix qui ont milité depuis une dizaine d'années. Ça fait déjà 12 ans que cela a commencé, où les uns et les autres ont commencé à dire qu'il faut briser la glace et parler de ce qui se passe à l'Est, parler de ce que nous subissons. Parler de ces âmes qui sont perdues, qui sont parties, qui n'ont pas de sépulcres aujourd'hui, qui n'ont pas de cimetière, ils n'ont même pas de référence parce que personne n'osait en parler. Et ça, nous saluons vraiment l'action menée par le chef de l'État cette fois-ci. Mais il y a un mais parce que nous voulons encore qu'il aille plus loin. Voilà. Qu'il aille encore plus loin. On a vu le président de la République, il a organisé une très grande rencontre au chapiteau de l'Union africaine. Il y a le FONAREV qui était là-dessus. Il s'est rendu même à la fois à la place dédiée au Génocoste, mais aussi il a déposé une gerbe de fleurs à la place du soldat inconnu. Ça ne suffit pas comme ça. Non, ça... Il y a déjà un fonds qui est créé aussi entre-temps.
on reconnaît tout ça, mais tout ça c'est bien, mais il faut que ça se matérialise, parce que les victimes de ce massacre, de ce génocide existent, et ils n'ont encore rien ressenti dans ce que le chef de l'État vient de poser. C'est un début, mais il faudrait qu'on s'accompagne mutuellement, nous en tant que société civile, et l'autorité en tant que l'autorité qui peut imposer avec des ordonnances pour vraiment matérialiser qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une justice réparatrice par rapport à cela pour que ceux qui sont partis et leurs familles qui sont restées puissent se retrouver dans... Mais la guerre elle-même en soi n'a pas encore pris fin. Je pensais que vous demanderiez qu'on mette un terme à toute cette guerre d'agression. C'est vrai, il y a un processus aussi. Oui. Et nous saluons en tout cas tout ce qu'il y a comme réforme dans l'armée pour l'instant. Oui. Nous voyons que aujourd'hui, l'armée congolaise ou le Congo en général peut avoir un mot à dire par rapport à nos agresseurs. Et nous voulons aussi insister que l'agression, ce n'est pas seulement l'agression physique, mais il y a aussi toute cette exploitation économique qui est derrière la guerre. Raison pour laquelle vous avez appelé, on appelle ça génocoste, génocide, et coste comme gain économique. Gain économique. Oui. Voilà, nous pensons que c'est vrai, il y a des acteurs apparents, mais il y a aussi des acteurs intellectuels qui se cachent derrière. C'est comme ça qu'on se dit, il faudrait que nous et l'ensemble du pays, qu'on en parle partout. Et que si on peut vraiment réaliser des choses, se rappeler de ces mémoires-là, qui sont partis à cause du fait qu'ils sont ressortissants du Congo, qu'ils occupent de terres qui sont exploitées, enviées par les voisins et la communauté internationale, on ne se tairait jamais. Il faudrait vraiment qu'on fasse un effort pour qu'on aille beaucoup plus loin. Et chapeau au gouvernement pour le fonds qui est déjà créé. Mais maintenant, il faudrait arriver à identifier les victimes et comment on peut apporter un regain de secours à ces gens-là. Alors donc il y a plusieurs choses que vous demandez. Il y a notamment une justice, une vraie justice transitionnelle, si je peux reprendre les mots que souvent emploie Dr Denis Mukwege. Il y a également que l'on puisse réparer les victimes. Les victimes. Alors, la justice sera contre qui d'abord les commanditaires apparents ou le commanditaire Les tout. Il ne faudrait pas saupoudrer, faire du maquillage, voir ceux qui nous attaquent directement et sans pour autant comprendre qu'il y a des gens, il y a des organisations, des firmes qui profitent de cette faiblesse, de cette occupation pour acheter nos minerais, gracieusement d'ailleurs. Et nous, on ne serait pas, nous en tant que société civile, on rappellerait chaque fois à nos dirigeants, à nos autorités qu'il y a encore des choses à faire, il y a des discussions à faire pour arriver à mettre fin. Brisons la glace, aujourd'hui, on doit en parler partout. Alors, ma question, je reviens encore sur la justice, elle devait commencer par où, normalement? Chacun à son niveau. Déjà, il y a au niveau international, déjà pour la guerre de 6 jours qui s'est produite à Kisangani, il y a les deux pays, donc l'Ouganda et le Rwanda, qui étaient condamnés et qui étaient appelés à pouvoir payer des amendes pour réparer ce qu'il y avait comme dégâts. Et l'Ouganda a déjà donné une partie de cet argent. Mais cet argent, aujourd'hui, dans le collectif des victimes de ces agressions, ils disent qu'ils ne sont pas encore arrivés en possession de cela. Donc, le temps que les structures s'organisent, mais il faudrait aussi qu'on ait le temps de comprendre que la souffrance a déjà duré. Il faudrait, en amont comme en aval, on attaque l'aspect judiciaire, mais aussi l'aspect réparation psychosociale de ces familles. Économique aussi. Voilà. Justement, par le gouvernement congolais. Alors, il y a également le FONAREV, dont on parle aussi, qui a été créé. Jusque-là, le fonds se comporte bien?
Je ne saurais pas dire parce que le FONAREV existe déjà. C'est quelque chose. 2022, si je ne m'abuse pas. Voilà. Donc ils ont encore le temps aussi de s'imprégner. Moi, je salue en tout cas les déclarations. Ils sont parvenus à organiser cette rencontre-là. Oui, je salue cela et je pense que c'est l'occasion d'unir nos forces et que chacun, à ce qui le concerne, puisse faire quelque chose pour répondre à l'intérêt supérieur de nos populations en détresse. Et nous n'avons pas aussi l'intention d'aller en opposition avec qui que ce soit. C'est juste nous mettre ensemble et rappeler qu'il y a quelque chose qui se passe et on doit en parler. Dans tous les salons alors, pour en parler et dire que nos âmes, les âmes de nos concitoyens ne peuvent pas être oubliées comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes aussi dans le débat sur les chiffres, les 10 millions de morts qu'a repris Charles Onana dans son livre? C'est une question importante pour vous ou pour vous, déjà 1 million, c'est suffisant, c'est beaucoup pour que des choses soient faites? Je voudrais peut-être vous choquer. Oui. Personnellement, oui. Ce n'est pas le chiffre. Oui. Mais s'il y a un mort, c'est déjà inquiétant. Et un mort de plus, ça constitue quelque chose qui nous révolte tous. Qui est 10 personnes, souvenez-vous, dans certains États, lorsqu'il y a un seul mort, tout le gouvernement se met debout pour revendiquer. Et pourquoi est-ce que nous, on doit compter autant de morts? Vous savez, dernièrement, quand on dit les envahisseurs, les agresseurs, les rebelles arrivent à massacrer 100 de personnes dans des localités à l'Est, ça signifie qu'il y en a déjà assez et je ne sais pas si on aura combien de cimetières pour pouvoir nous souvenir de tout ça. Alors, il y a des personnes également qui proposent à ce qu'on ait un vrai mémorial pour les morts. Que propose Espace Vital? Et ça, c'est vraiment le schéma que nous avons. C'est comme ça qu'on a dit qu'on aille plus loin. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à cette consécration, à cette ordonnance, et puis ça s'arrête. Mais il faudrait vraiment que ça soit comme un site touristique où le commun de mortels, même nos générations futures, repassent par là pour dire que dans l'histoire du Congo, il y a eu un génocide. Et ce génocide a commencé bien longtemps, mais il y a eu la deuxième guerre de 98 qui a consacré vraiment des morts. Qui a été plus sanglant, on peut dire. Vraiment à grande échelle, quoi. Oui. Voilà. Donc, comment vous êtes arrivé à tomber tous d'accord sur la date des août 98? Bon, parce que c'était aussi spectaculaire. Oui. Pour le 2 août, c'était spectaculaire, mais il faut partir de quelque part. Quand on dit tout ce qui est richesse économique, ben on peut encore remonter même à la colonisation. Oui. Il y a eu aussi des massacres, il y a eu aussi des gens, les Congolais, qui sont morts parce qu'ils devaient produire du caoutchouc et tout ça. Donc le livre de Charles Onana ne vient que compléter ce qui s'est passé aussi. Voilà. Justement, est-ce qu'en 5 années de sensibilisation, ça fait 5 ans que la date des août est commémorée par vous avant que le gouvernement le reconnaisse officiellement, si je ne m'abuse pas. Est-ce qu'il y a de l'évolution? Ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années déjà. Une dizaine d'années, mais ça a commencé timidement. Timidement, oui. Cette fois-ci, on a vu qu'il y a une prise de conscience pour que dans plusieurs territoires... Qu'est-ce qui a fait que ça change? Bon, la sensibilisation, de bouche à oreille qu'on en parle, que personne ne se taise parce qu'il y a des morts. Il faut se dire, il y a un mort chez moi et je dis ça, je ne me gêne pas. Je dis ce qui s'est passé et je n'ai pas l'intention d'amplifier, mais je dis, il y a eu des morts chez moi. Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé à intéresser, à en parler davantage. Aujourd'hui, il y a une forte adhésion. Pas seulement les mouvements citoyens, pas seulement la société civile, mais on a vu même des personnes de bonne volonté venir personnellement pour honorer cette activité. Et il y a la diaspora aussi, oui, qui est vraiment fortement intéressée et impliquée aussi dans ça. Je voudrais vraiment saluer, parce que le mouvement a commencé au niveau de la diaspora. Ouais. Les jeunes de la diaspora qui se sont dit, il y en a marre et on en a assez. Mais on a compris pourquoi est-ce que ceux qui sont hors du pays en parlent
alors que nous, ici, on est un peu distraits. Et c'est comme ça que CAIP nous a aidés grâce à son plaidoyer aussi pour pouvoir créer vraiment une synergie. Aujourd'hui, dans plusieurs villes aussi de l'Europe, on en parle de plus en plus. De plus en plus, en tout cas. Alors, Roger Katemboué, activiste dans Espace Vital. On est déjà pratiquement à la fin, un dernier mot. Que faites-vous exactement dans Espace Vital? Alors, on s'intéresse, nous, particulièrement aux communautés beaucoup plus vulnérables, les oubliés de la société, ceux qui n'ont pas la voix de pouvoir s'exprimer comme nous. Et nous portons cette voix-là pour dire nous avons encore de l'espoir, qui sont capables d'apporter leur pierre dans la construction de ce beau pays. Merci beaucoup d'être passé. Merci également pour toutes ces précisions. Et Télé 50 vous offre cette tribune pour pouvoir vous exprimer à chaque fois. Et cette cause, nous la portons également dans nos cœurs. Merci à vous aussi. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct, le tout dernier de la semaine. On reste ensemble, le journal c'est dans quelques minutes, ce sera avec Amina Bayombo. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se retrouve très certainement le vendredi prochain.